Non, sur la RSE, effectivement, c'est un sujet, puisque, en plus, j'ai l'honneur de le porter au niveau national. Donc, je préside le comité RSE. Donc, un petit scoop. Alors, vous savez que la RSE intéresse tout le monde, y compris les sous-traitants, et de plus en plus les petits. Les seuils vont baisser. 2017, ça va concerner beaucoup plus d'entreprises, puisqu'elles seront impactées par les réformes. J'ai lancé, il y a un an, l'autodiagnostic des cabinets en matière de RSE. Donc les cabinets aujourd'hui sont en capacité, avec un outil, de faire leur propre diagnostic. Avant d'en parler aux entreprises, il faut d'abord mettre les choses en place chez soi. Un petit scoop, on est en train de travailler sur la comptabilité environnementale et j'espère faire une proposition à notre congrès national à Bruxelles. Et j'aimerais que ce soit l'école française qui soit force de proposition en matière de comptabilité environnementale. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Oui, je voudrais juste rebondir sur les deux interventions. Alors là, je suis commissaire en compte, mais je vais parler en tant qu'expert comptable international, puis ça fait quand même partie aussi des activités de mon cabinet. L'expert comptable, il prépare et il accompagne. D'abord, il faut préparer, quand on veut aller à l'international, il faut préparer le dossier en France. Et le rôle de l'expert comptable, c'est aussi de mettre en place les financements et l'accompagnement juridique et financier de l'export. Et après, effectivement, comme disait Mohamed, c'est de trouver sur place les relais, les personnes fiables et autres. Et à partir de là, l'expert comptable a rempli son panel d'obligations. Pour revenir également sur la sécurité financière, je voudrais regarder à travers nos débats. On a parlé d'ubérisation et on parle de réglementation. L'ubérisation, c'est l'inverse de la réglementation, c'est la destruction de règlement. La destruction d'un règlement, c'est l'anarchie en matière de transparence, en matière de sécurité financière. Que veulent les entreprises? Que ce soit au niveau de la poste, au niveau des banques, au niveau des experts comptables, au niveau de l'ensemble des acteurs économiques, ils veulent de la fiabilité et de la transparence. On ne peut pas avoir une société qui détruit et surréglemente. Je crois qu'il faut avoir un équilibre dans les deux, et il faut savoir qu'est-ce qu'on veut de notre société. Est-ce qu'on veut avoir une société qui est hyper ultra-libérale, et dans ce cas-là, pas besoin d'avoir des comptabilités, pas besoin d'avoir de commissaire en compte, pas besoin d'avoir... il suffit de prendre à la source la dîme, comme autrefois du temps des rois de France, et puis c'est terminé, chacun fait ce qu'il veut, mais pas besoin de code de travail non plus. Où on veut avoir, et pas besoin de RSE, ce cas-là, on n'aura besoin de rien du tout. Chacun retournera à sa jungle natale. Mais par contre, est-ce que, si on veut que les choses fonctionnent, si on veut de la sécurité, on ne peut pas détruire cette réglementation. On doit l'adapter, mais pas la détruire. Et une façon de la détruire, c'est ce qu'on est en train de vivre un peu indirectement, c'est en superposant les textes. Au plus on superpose, au plus on surtranspose, et au plus on rend difficile, et au moins compréhensible. La preuve, le code du travail. Intervention courte, parce qu'après on a une... Très courte, Yves. Alors, c'est une très bonne transition, c'est pas concerté. En matière de code du travail, je répondrai à la dame aussi de l'AFPA qui était là. Effectivement, énormément de dispositifs qui sont présents en matière d'accompagnement et d'emploi derrière. Néanmoins, moi je vais vous raconter une petite anecdote. Pas plus tard que lundi, je discutais avec un confrère qui me disait qu'un Américain qui a envisagé de créer de l'emploi, qui a envisagé de s'installer, d'investir en France, a été bloqué, non pas par le coût du travail, mais par la sortie à terme des emplois éventuels. Et c'est tout à fait révélateur de la problématique actuellement en matière d'emploi et en matière de création d'emplois. L'entrée en matière de création, en matière d'emploi n'est pas compliquée, c'est la sortie qui est compliquée. Et c'est ce qui freine malheureusement l'investissement étranger dans notre pays. Vous parliez tout à l'heure de vision d'entreprise. Moi, en tant que directrice générale, quand je recrute quelqu'un, je le recrute pour le moment présent, pour l'avenir. J'ai pas peur de le faire sortir. Par contre, effectivement, je sais que celui que je vais recruter, lui, a déjà un plan pour savoir comment il ne va pas sortir. C'est ça la problématique. Ma vision, elle est, je veux y aller. Si je le recrute, c'est parce que j'y crois, non parce que j'ai envie de le faire sortir. C'est très important. Je n'ai pas cette mentalité de l'Américain qui bloque sa création, son ambition, parce qu'il y a des gens qui vont éventuellement pas quitter la société. Je veux croire, moi, au contraire, que je recrute, que je vais faire grandir ma société, que je vais gagner de l'argent, que je vais faire prospérer une région. Par contre, celui que je vais recruter, lui, doit arriver avec les mêmes valeurs que les miennes. Le recrutement est indispensable. Par contre, lui, il arrive avec tout un cahier des charges qui lui dit « Attention, comment je ne vais plus quitter cette entreprise ?» Voilà, pardon. Il
y a une bonne mesure en matière de licenciement qui est prévue dans le plan d'urgence, c'est le plafonnement de l'indemnité de licenciement. Ça, je pense que c'est une bonne mesure. Il faut prévoir éventuellement une sortie, et c'est bon de savoir, il y a beaucoup d'entreprises qui déposent le bilan, notamment les TPE, parce que les indemnités sont quasiment impossibles à payer, et puis surtout à prévoir. Il ne faut pas savoir quelle sera l'indemnité. C'est le coût à la sortie. Quand vous investissez sur une durée prévue. Pardonnez-moi juste, mais au cas d'espèce dont je parlais tout à l'heure, la personne qui venait investissait sur une durée prévue, vous devez implicitement savoir quel est votre coût à la sortie. Alors, Marie-Cécile, et puis après, M. Hilarion qui a demandé. Oui, sur le plafonnement des indemnités de licenciement, j'écoutais tout à l'heure Pôle emploi qui expliquait le soutien, Pôle emploi ou l'AFPA, l'AFPA, pardon, qui expliquait le soutien justement dans les cas de PSE, de reconversion. Est-ce que plutôt que de plafonner stricto sensu, parce que les indemnités, ça sert à ça aussi, ça sert dans des cas de licenciement massif à repartir. Est-ce qu'il ne fallait pas aussi mettre en balance la taille de l'entreprise, son niveau de chiffre d'affaires, pour que dans certains cas, elle soit effectivement plafonnée, dans d'autres cas où il s'agit de grands groupes qui licencient massivement, essayer de trouver un juste milieu. Pardon, on parle du plafonnement. Vous avez toujours prévu au prud'homme, c'est au niveau prud'homal, c'est quand il y a un litige. Donc ce n'est pas les indemnités légales, c'est celles qui sortent d'un jugement. Là, je vous passe la parole. Oui, merci. Je voulais rebondir un petit peu sur les propos, sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, et notamment venir un petit peu sur le volet formation. Parce qu'une des difficultés que vous avez évoquées, c'est les difficultés de formation des personnels que vous recrutez. Nous travaillons régulièrement avec les experts comptables sur notamment les aides qui existent à l'embauche. Et dans les aides à l'embauche, il y a aussi des aides qui sont des aides à la formation, à l'adaptation au poste, comme une qui s'appelle la NPR, c'est l'action de formation préalable au recrutement, et qui permettent justement d'adapter les compétences d'un futur salarié aux compétences nécessaires sur le poste. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous utilisons de plus en plus, qui est très facile à mettre en œuvre. Nous avons mis en place depuis en plus l'année dernière des conseillers qui sont totalement dédiés à l'entreprise et donc qui sont là pour vous écouter, qui sont en relation régulièrement aussi avec les experts, parce que nous travaillons au niveau de toutes les aides au recrutement avec les experts, mais aussi au niveau de la création d'entreprise. Vous avez évoqué la création d'entreprise, et c'est vrai qu'on est souvent ensemble pour rencontrer les futurs créateurs d'entreprise et les accompagner, parce qu'on sait très bien que l'accompagnement des créateurs va permettre une pérennisation de l'entreprise. Concernant les recrutements, je vous invite à vous rapprocher de nos services, voilà, c'est fait. Et puis vraiment, vous voyez qu'il y a un plan très ambitieux en matière de formation cette année, et nous avons vraiment la volonté et les moyens de former les personnels que vous allez pouvoir recruter cette année. Une dernière chose, concernant le travail à l'étranger. Nous avons aussi, et nous sommes en train de mettre en place aussi un nouveau fonctionnement pour notre équipe internationale, avec une spécificité pour la région PACA qui est de s'occuper de l'Afrique, donc, et notamment de l'Afrique du Nord. Et nous avons pour vocation d'accompagner les personnes qui souhaitent aller travailler dans ces pays à trouver les postes de formation. Si vous avez la volonté de recruter des personnes et de les amener pour travailler dans ce pays-là, nous sommes là aussi pour vous accompagner là-dessus. Juste pour préciser, des grands groupes comme Total nous ont approchés pour faire du développement sur l'Afrique centrale. Et je me suis posé la question quand j'ai échangé avec eux sur Paris. Je me suis dit, mais comment un grand groupe comme Total, aujourd'hui, est autant perdu, est aussi perdu dans son développement, et pourtant c'est Total, qui vient chercher des informations sur des petites structures. Alors, c'est un peu de la modestie cachée. Dans une structure comme la nôtre, qui vient chercher un savoir-faire alors que c'est Total. Alors imaginez-nous, structure marseillaise,
coopératives, 400 agences sur toute la France. Quand on les a vus arriver, je me suis dit, si eux, ils ont un peu la trouille et qu'ils sont là et à chercher un partenaire, moi, comment je ne peux pas trembler? Une dernière petite chose par rapport à vous. Ce que je reproche aujourd'hui en termes d'accompagnement dans le recrutement, ce n'est pas forcément le fait qu'il n'y ait pas de personnel adéquat. J'ai eu, il n'y a pas très longtemps, un cas où j'avais la possibilité d'embaucher quelqu'un et j'ai mis un laps de temps énorme avant de trouver le moyen de l'embaucher, non pas parce qu'il n'avait pas le financement, mais qu'on demandait au chef d'entreprise que j'accompagne dans sa création de faire les démarches lui, alors que normalement, une société normalement constituée, nous avons un billet, pardon pour le terme, qui est disponible, et nous, chefs d'entreprise, on doit pouvoir dire, on veut recruter cette personne-là, et tout doit se faire en amont. Alors qu'ici, c'était le chef d'entreprise qui est déjà occupé entre ses audits, ses problématiques RH au quotidien, ses problématiques financières, de monter un dossier pour recruter. Et c'est ça que je reproche. Facilitez-nous la vie par rapport à ça. Si on essaie d'être un peu positif, on dit souvent qu'il faut essayer d'appuyer sur ses points forts. Donc je pourrais donner 2-3 points sur nous ce qu'on va faire l'année prochaine en termes de croissance. Mais avant, j'ai une question pour Mohamed. Quels sont les secteurs, quels sont les territoires, quels sont les domaines qu'on voit un peu vibrer là, sur lesquels on sent qu'il y a du potentiel, sur lesquels il faudrait donner une impulsion encore supplémentaire pour, dans notre région, essayer de capitaliser sur ces points forts-là, sur 2016. Alors, je retrouve Mehdi. Effectivement, je peux meubler un peu en attendant. On a le baromètre qui est assez exhaustif puisqu'on a tous les secteurs. On a un petit tableau, j'essaie de rechercher. Alors, il y a beaucoup la vente sur le net. Aujourd'hui, c'est le secteur qui explose. Christine, tu n'as pas le tableau, là, le dernier qu'on avait pour répondre plus précisément? En parallèle sur le net, moi je peux donner quelques éléments sur ce qu'on voit là. On a le numérique, effectivement, donc c'est national, en région c'est un peu pareil. Et puis on a 2-3 secteurs comme ça. Voilà, c'est là. On a un focus sur le dernier trimestre. Ça repart un peu en automobile. Le numérique, on fait mieux que le national. Les ventes à distance dans la région, on fait aussi beaucoup mieux que le national. Puisque dans les ventes à distance, on est sur le trimestre le troisième trimestre 2015 par rapport au troisième trimestre 2014 à plus de 15%. Numérique, on est à plus de 6%. Et on est largement au-dessus du national. Le national, en matière de vente à distance, ils sont à 7, alors qu'on est quasiment au début. Le numérique, c'est à cause d'Uber. Par contre, dans la promotion immobilière, on est à moins 10. Le national, ils sont à combien? Et le national, ils sont à moins 2, moins 3. Donc, on a effectivement tous ces... Alors, je vous rappelle que tous les chiffres que nous avons, ils sont à la disposition de tout notre environnement. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux experts comptables. Donc, la Chambre des métiers, s'ils ont besoin des chiffres, y compris des chiffres bruts, charge à vous de les analyser et de les exploiter. Vous avez rappelé tout à l'heure le portage Je déclare, effectivement, on a beaucoup d'éléments qui passent par là, et merci la Poste, puisque j'ai eu des partenaires sur le portail. Donc, on peut peaufiner par secteur, par département, on peut y aller très loin, parce qu'on a les adresses, on a tout. Donc pour l'instant, on reste sur les secteurs, les départements, sur les régions.